Alors, très bien, on va pouvoir commencer, tout bientôt. Donc je suis Nabil Zenassini, hein, je travaille à l'Agence parisienne du climat. Je vais me présenter, plus en détail dans un tout petit instant et je suis accompagné ce soir de ma collègue Anne-Sophie Pouzol qui est là en coulisses pour, notamment pouvoir vous répondre dans le chat, qui pourra, justement, prendre les questions et me les relayer pendant que j'assurerai la présentation. Donc parfait, Anne-Sophie me confirme que tout fonctionne chez elle. On a déjà pas mal de monde connecté et les absents ont toujours tort. Donc les personnes qui sont un petit peu en retard nous prendront la présentation en cours de route. De toute façon, on va commencer tout doucement. Puisque vous m'avez confirmé que vous voyez déjà bien le support et que vous m'entendez correctement, je vais juste faire rapidement le petit point technique, habituel. C'est-à-dire vous rappeler, si jamais vous n'avez pas l'habitude du format webinaire ou vous n'avez jamais utilisé Zoom, on n'est donc pas dans un format de réunion. Ça veut dire deux choses pour vous. Premièrement, votre webcam n'est pas activée, je ne vous vois pas, et surtout votre micro n'est pas activé non plus, donc je ne vous entends pas. Ce qui veut dire que si vous souhaitez participer à l'atelier, parce que l'idée là, c'est aussi que je vais prendre vos remarques, je vous lirai pendant la présentation et on pourra du coup discuter. Si vous avez des remarques à faire, vous n'hésitez pas à vous servir de l'onglet discussion qui est là pour ça. Pour les questions à me poser, il y a un onglet spécifique, c'est le petit Q&R. Donc vous cliquez dedans, vous pouvez ensuite écrire vos questions et selon les cas, soit ma collègue Anne-Sophie vous répondra directement à l'écrit, soit je prendrai la question en direct et je vous répondrai de vive voix. De ce côté-là, ça me semble bon. Peut-être une autre précision, parce que je sais que la question arrive souvent très vite. Pour ce qui est du support de présentation, vous pourrez le recevoir à la suite de ce webinaire. Sachez également qu'il est enregistré, donc si des gens doivent nous quitter en route, j'espère pas, mais si vous avez une contrainte, vous pourrez le terminer lorsque l'on aura mis sur notre chaîne YouTube, ce que nous faisons systématiquement. Euh, pour pouvoir recevoir aussi des éléments complémentaires, c'est-à-dire le guide qui a été mis en ligne, qui est en accès, mais avec le fameux support. Ce qu'on vous demandera seulement, c'est de remplir un petit sondage. On parle de 6 questions, ça se fait vraiment en 30 secondes chrono. Je vous mets le lien de ce sondage tout de suite dans le chat et on aura l'occasion de le remettre. À quoi il sert? Nous, c'est juste pour avoir un petit retour sur l'événement, ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées, des suggestions, nous, ça nous sert pour la suite. Et vous pourrez nous remettre votre adresse email dans le sondage et on vous enverra le support. Voilà. Donc, n'hésitez pas, évidemment, le remplissez pas tout de suite, parce que l'idée, c'est qu'on sache ce que vous en avez pensé, mais gardez le lien sous le coude et on vous le renverra. Euh, maintenant que c'est dit, le programme. Je vous le disais, on va commencer par une présentation de l'Agence parisienne du climat et je vous redirai à cette occasion qui je suis, ce que je fais avec ma collègue Anne-Sophie Pouzol. Ensuite, on va entrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on cherche à se soucier de la gestion durable de sa copro? C'est quoi le sujet? Et comment bien s'organiser entre les parties prenantes. On va commencer par là, puisque vous allez voir que certains conseils vont affecter toutes les parties qui suivent. Et donc, ça me semble utile de commencer par ces conseils un petit peu transversaux. Et ensuite, vous le voyez, on va détailler chacun des domaines. Donc, on va parler des questions liées aux consommations d'énergie, aux consommations d'eau. On va parler de la réduction des déchets et de leur gestion, de la végétalisation de votre copropriété, si vous en avez la possibilité, mais on aura sans doute des choses à dire là-dessus. Nous allons parler des espaces communs et enfin, donc de ce qu'on peut faire dans les espaces communs, vous verrez lorsqu'on arrivera sur cette partie. Et enfin, on parlera des vagues de chaleur. Vous allez voir qu'on a aussi quelques suggestions à ce sujet. C'est de plus en plus un sujet dans les copropriétés, malheureusement. On reviendra dessus. Mais donc, on aura aussi quelques conseils, quelques idées à vous apporter sur ce terrain-là. Maintenant que c'est dit, je vous l'ai dit au tout début, je vous le redis, donc je suis Nabil Zenasni, je travaille à l'Agence parisienne du climat. Et me concernant, qu'est-ce que je fais à l'Agence parisienne du climat? Je suis et ai été pendant un long moment conseiller spécialisé en rénovation des copropriétés. En rénovation des copropriétés, mais aussi sur les questions de gestion durable de la copropriété, notamment sur les consommations d'énergie, sur les consommations d'eau et des sujets connexes comme la végétalisation. L'Agence parisienne du climat, pour vous expliquer, on est une association qui a été créée en 2011 par la ville de Paris et on est là pour travailler sur la mise en œuvre du plan
du plan climat, air, énergie de Paris. Donc c'est un texte dans lequel les élus ont inséré tout un ensemble de mesures concernant la transition écologique de la ville de Paris et son adaptation au changement climatique. Donc pas mal d'objectifs. C'est un texte qui avait été voté à l'époque à l'unanimité des élus. Donc tout le monde était plus ou moins d'accord sur ce qu'il contenait. Et donc on est là pour travailler sur le déploiement d'une partie de ces mesures. Il y a tout un tas de choses qui sont faites par la ville de Paris elle-même, mais il s'appuie également sur notre association pour travailler sur certains de ces éléments. Vous les voyez, nos thématiques, elles sont affichées sur le support. On travaille alors à la fois avec des réseaux de professionnels, mais aussi en direction du grand public, et c'est le but un peu de cet événement-là notamment, puisque parmi ce que nous faisons, vous le voyez, on a, disons, 3 axes. Premièrement, un gros cœur de métier autour de la question de la rénovation énergétique en copropriété, puisque c'est ce qu'on trouve principalement à Paris, avec des conseils sur les travaux de rénovation que vous pouvez faire à l'échelle de votre logement ou de votre copropriété, de nombreux événements pour les accompagner. Celui-ci, justement, en fait partie, dans lesquels on aborde pas mal de thématiques. On fait des rendez-vous sur les questions de rénovation, d'isolation, les diagnostics, les audits que l'on peut réaliser pour précéder ces projets-là, sur les énergies renouvelables, sur la végétalisation. Donc voilà, pas mal de choses qui se font. Des visites de copropriétés rénovées, puisque c'est toujours utile aussi de voir un petit peu à quoi ça ressemble sur des projets réussis. Et surtout, on propose un accompagnement qui est personnalisé et dans le temps, gratuitement, autant le dire tout de suite, avec notre plateforme Coach CoPro. L'idée, c'est que vous avez un conseiller ou une conseillère dédiée selon l'arrondissement de Paris dans lequel vous vous trouvez. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas de Paris dans le chat, pas de panique, je vais l'évoquer. Mais pour ce qui relève des Parisiens et des Parisiennes, on est répartis dans l'équipe entre des arrondissements et sur lesquels vous allez pouvoir, une fois que vous êtes inscrit sur le Coach CoPro, bénéficier d'un accompagnement personnalisé avec une personne qui vous connaît, qui connaît votre résidence, qui va vous donner des conseils qui sont du coup pas génériques, mais qui va s'adapter aussi à votre contexte pour pouvoir vous aider à faire aboutir des projets ou au minimum déjà à vous renseigner. Deuxième chose, on organise beaucoup d'événements sur la transition écologique au global. Alors, ils sont affichés, je ne les développe pas. On a les cafés climat qui sont des formats conférences débats, des ateliers éco-gestes, le défi des clics dont je reparlerai pendant notre événement. Et enfin, sur notre site internet, si vous ne le connaissez pas déjà, vous pouvez y faire un tour et vous allez retrouver dessus des articles, des guides, des brochures, des publications assez nombreuses. Parmi ces publications, le guide de gestion durable qui nous amène à cet événement. Alors, je l'évoquais, le fameux Coach CoPro, sur lequel vous avez donc l'accompagnement personnalisé. Vous avez également un centre de ressources, donc beaucoup de documentation sur les questions de rénovation énergétique et plus largement de gestion de votre copropriété, de gestion durable. Un annuaire de professionnels qualifiés qui ont l'habitude de bosser en copropriété et qui connaissent très bien le sujet de la rénovation énergétique, donc qui sont spécialisés dans le domaine. Je vous assure que si vous vous intéressez à la question, vous avez besoin de quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Et enfin, une carte des copropriétés rénovées, sur laquelle vous voyez justement des projets qui ont abouti, des projets que l'on a jugés exemplaires à Paris et plus largement sur le territoire du Grand Paris. Voilà, donc vous avez le lien d'inscription qui est ici. Vous pourrez par ailleurs vous y diriger après notre événement si vous ne connaissiez pas déjà le Coach CoPro. Est-ce que jusque-là, tout est clair au niveau de la présentation de l'Agence parisienne du climat, du Coach CoPro peut-être? Ou est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à me faire signe tout de suite. Je garde toujours un petit œil sur le chat. Pour le moment, je ne vois pas de questions ou de remarques, donc on va entrer dans le vif du sujet. Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est la publication. Alors attendez, Alexis qui souhaite soumettre une question. Alors, est-ce que je suis bénévole? Ok, donc bonne question. Non, je suis salarié de l'Agence parisienne du climat. Salarié de l'Agence parisienne du climat. Ce qui m'amène par contre peut-être à évoquer quelque chose que j'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que l'Agence parisienne du climat travaille dans le cadre d'un service public. Donc on est un service public, on fait partie justement du réseau des espaces France Rénov', ce qui veut dire que quand je vous parlais tout à l'heure de l'accompagnement dans la durée et des conseils et informations qu'on vous donne sur les questions de rénovation énergétique, c'est un conseil qui est neutre et indépendant. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'est un service qui est proposé gratuitement. Voilà, donc Alexis, je vois que vous posiez la question par curiosité, mais voilà pour la réponse. Du coup, on en vient au sujet de la gestion des immeubles.
Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à cette question? Puisque, très souvent quand on parle du lien entre, l'écologie, l'environnement et les bâtiments, c'est plutôt pour parler, de la rénovation. À partir du moment où vous avez où on a cette porte d'entrée, on a beaucoup de documentation et d'infos qui existent sur les questions de la rénovation. Vous allez trouver énormément de choses concernant, ce que vous pouvez faire en termes de travaux et heureusement puisque c'est un sujet très important. Heu Vous allez trouver énormément de choses, puisque la rénovation va vous permettre à la fois de diminuer vos consommations d'énergie, va vous permettre d'améliorer le cadre de vie, de valoriser votre logement et votre copropriété. Heu, donc vous avez beaucoup d'arguments en ce sens et on a beaucoup de documentation qui l'accompagne. Heu, le sujet ici, c'est que, celui de la gestion durable des immeubles peut finir par être laissé un petit peu de côté. On se concentre beaucoup sur les travaux et heureusement, c'est là qu'on va avoir un levier extrêmement important au niveau de la transition écologique des bâtiments. On sera peut-être amené à l'évoquer encore un petit peu, mais heu, c'est aussi, heu c'est aussi au niveau de la gestion que vous allez avoir, des économies d'énergie et des économies sur les consommations d'eau et des leviers que vous allez pouvoir activer pour améliorer le cadre de vie, et participer également à la préservation de notre environnement. Le guide, il a déjà été publié, donc vous pouvez le retrouver. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Donc le guide a été publié, son but ici, c'est de pouvoir inspirer. Donc l'idée est que pour chacune des questions que l'on va évoquer, on ne va pas entrer dans, tout le détail puisqu'en fait, sur chacune de ces thématiques, on pourrait faire, 10 webinaires comme le nôtre et en fait, c'est ce que l'on fait habituellement, hein. Si vous suivez, nos actualités, nos événements, vous l'avez sans doute déjà constaté. Mais c'est d'avoir un document généraliste qui puisse vous donner une base dans chacune des thématiques que l'on va aborder ensemble, plusieurs idées, plusieurs actions que vous pouvez mettre en place localement. Alors, je vois qu'il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat et que, alors voilà, mon collègue Thomas Renaudin qui est très gentiment, connecté, y a aussi, y a répondu à l'écrit. Hem Voilà et donc ça a été précisé pour Roman, mais qui a soulevé une question importante. Est-ce que le service Coach CoPro est accessible, ailleurs qu'à Paris? Oui, tout à fait. Il est déployé dans de très nombreuses, collectivités aujourd'hui, donc vous pouvez vous y connecter et voir si votre commune y est rattachée à l'inscription. S'il n'y est pas, je le rappelle, il existe également les espaces France Rénov', que vous pouvez retrouver absolument partout en France et où vous aurez également, des conseillers dédiés. Nous sommes l'espace France Rénov' et nous portons également le Coach CoPro à Paris, dans le cas de l'Agence parisienne du climat. Hem, donc je vous le disais, ce fameux guide, l'idée c'est d'avoir quelque chose de généraliste, de pouvoir vous donner des idées sur chacune des thématiques. Mais avant d'entrer dans le détail et de commencer par les détailler une par une, il va y avoir quelques éléments auxquels il va falloir prêter attention dans votre copropriété pour pouvoir vous assurer que, vous partez sur de bonnes bases pour mettre en place ces projets de gestion durable. C'est un petit peu les mêmes bases que vous retrouvez quand vous avez un projet de rénovation, mais c'est toujours important de les rappeler. Heu, la 1re chose, c'est que au niveau de la copropriété, vous avez besoin sur chacune des idées que l'on va développer, vous allez avoir besoin d'avoir une répartition des tâches qui est claire entre toutes les parties prenantes. Toutes les parties prenantes, ça veut dire, les propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs, les locataires dans certains cas, qui peuvent, également, à minima être informés et sinon peut-être participer à certaines des tâches, on sera amené à l'évoquer. Le gardien ou la gardienne, si vous en avez dans votre bâtiment, votre syndic évidemment, partenaire quotidien de la gestion de votre immeuble quand vous faites partie du conseil syndical. Donc évidemment le syndic, le gestionnaire, la gestionnaire incontournable, sur ces questions-là. Mais le sujet, c'est d'avoir une répartition des tâches qui est claire. À ce sujet, on propose dans le guide, dans chacune des sections, donc énergie, eau, végétalisation, et cetera, vous verrez un tableau comme celui qui est affiché à droite, qui propose une répartition des tâches.
C'est une proposition, il y a pas nécessairement de règles en la matière, mais qui peuvent vous donner une idée de qui peut s'occuper de quoi. Donc vous voyez, en général, on propose un pilote. Alors quand il y en a plusieurs, et ben ça veut dire soit que ça veut dire que c'est des plusieurs possibilités et donc là vous voyez ce qui vous convient le mieux. Vous voyez des gens donc qui sont là plus pour collaborer, donc notamment pour être informés en fait. Être informé, juste rester en lien, se tenir au courant de ce qui se passe sur une action donnée. Hem et certains des autres éléments spécifiques. Vous le voyez dans le petit tableau, par exemple, l'entretien des installations de chauffage, bah, effectivement, ça va plutôt être confié, à un professionnel de travaux et vous voyez, éventuellement, un assistant à maîtrise d'ouvrage, s'il y en a, dans votre opération, qui peut être là aussi pour, le contrôle de ce travail. Hem donc je vous le disais, ce sont des propositions. Mais ça, c'est la première chose, c'est que vous allez avoir besoin d'avoir une répartition des tâches qui soit claire, qui soit, bien communiquée dès le départ pour pouvoir travailler sainement. Deuxième chose, des canaux de communication qui soient fluides. Alors là, je suis toujours curieux de savoir un petit peu comment ça se passe dans les différentes copropriétés. Donc n'hésitez pas à me le dire, même dans le chat, comment est-ce que ça fonctionne chez vous? Certaines copropriétés décident de communiquer avec une petite liste mail. Ils ont les contacts des différents copropriétaires et donc on échange par ce biais. Dans d'autres cas, c'est des gens qui ont plutôt fait le choix, d'une messagerie instantanée, parfois les 2 d'ailleurs, hein, les 2 sont pas exclusifs. Donc parfois des gens, ils vont plutôt avoir une boucle, par exemple, sur l'application WhatsApp, entre voisins. Donc voilà, alors je vois, Catherine qui mentionne le fait que c'est plutôt de la communication par mail chez vous. Certains, des affiches, voilà, vous avez raison de le rappeler. Évidemment, les fameuses affiches dans le hall, ça on les retrouve souvent et c'est toujours utile pour diffuser une information. L'idée en tout cas, c'est que vous trouviez les canaux de communication qui conviennent au plus de monde possible. De ne surtout pas hésiter à inclure également les locataires. Quand vous faites des conversations entre voisins, bah, dans certains cas, peut-être que des locataires seront là pour aussi, donner un petit coup de main ou peut-être qu'ils vont être intéressés par certaines des actions. Ça ne veut pas dire que soudainement ils deviennent décisionnaires dans la copropriété, hein. Il y a toujours une répartition évidemment, mais ça peut être intéressant, quand c'est possible, d'inclure aussi les locataires. Alors voilà, donc je vois madame Fournier qui mentionne, bah, toujours les mails collectifs et effectivement, et voilà. Alors dans votre cas, puisque vous êtes syndic, effectivement, la diffusion des informations par le biais d'un extranet mis à disposition par certains syndics, et c'est une bonne chose. Voilà. Donc là, on a toujours plusieurs canaux. L'idée, c'est de voir aussi qu'est-ce qui convient au plus de monde. Vous voyez, si vous avez des gens qui vont proposer une messagerie instantanée et qu'en fait, la plupart des gens n'ont pas l'application pour le faire, bah, on risque du coup de laisser de côté certaines personnes. De l'autre côté, bah, peut-être que les mails sont pas assez instantanés et que quand on est juste en train de demander si dans l'immeuble quelqu'un, peut nous prêter une perceuse, bah, c'est pas super adapté. Bon, là, on essaie de s'en occuper, on essaie de s'en occuper au mieux. Hem, 3e chose, on essaie de multiplier les temps de vie hors assemblée générale dans la copropriété. Je vous le redis, hein, c'est pas une règle en la matière, mais ce sont en général des choses qui font que ça peut aider à bien se passer dans la copro. Heu, Parce qu'on est amené à discuter régulièrement et pas seulement, le jour où on se croise, par hasard dans la cage d'escalier. Donc, alors là, ça peut être juste une petite fête entre voisins, où on le propose. Hem, Ça peut être des réunions d'information, c'est-à-dire des moments où on n'est pas, au moment de l'assemblée générale, on demande pas de prendre une décision, mais juste, on veut éventuellement impulser un projet, et donc, je sais pas, mettons par exemple, quelqu'un, envie demande si ça serait intéressant d'installer des composteurs dans l'immeuble. Et donc il va dire: «Bah, moi je vous propose faire juste une petite réunion d'information comme ça, parce que moi je connais bien le sujet, je vous explique comment ça fonctionne, comment ça peut marcher, je réponds aux questions et puis on en discute». C'est pas un moment où on va voter le projet, mais juste, ça permet de déjà aux gens de se faire un avis, par exemple. Donc des réunions d'information peuvent être utiles aussi. Voilà, on essaie de multiplier les temps de vie hors assemblée générale dans la copro, et on essaie du coup, avec aussi des canaux de communication, de faire en sorte que, la communication entre copropriétaires, entre voisins, ce soit pas uniquement, justement des affiches que l'on laisse dans le hall. C'est très bien d'en faire, mais juste il faut pas que ça soit que ça, et que ça soit pas uniquement, le moment, de l'AG qui souvent dure un peu longtemps, c'est le soir, on doit prendre plein de décisions importantes, donc on n'a pas envie de passer 3 heures sur chaque question, ce qui est parfaitement normal. Mais, bon, qui font que parfois, certains projets qui pourraient bien se passer, comme on n'a pas mis en place les bonnes conditions, on n'a pas les bonnes conditions pour en discuter et puis ça finit par un petit peu tomber à l'eau. Heu
Autre élément, je le disais tout à l'heure, inclure les locataires. Voilà, je l'ai mentionné, je le redéveloppe pas. Alors voilà, sur la question de la communication, Alexis, vous me dites, vous êtes dans une copro de 24 habitations. Alors c'est pile la moyenne à Paris, 24 logements. Alors voilà, vous fonctionnez avec WhatsApp, par mail, pour le conseil syndical. Vous avez mis en place une liste mail avec les copropriétaires et les locataires. Et effectivement, la plateforme de votre syndic qui propose de mettre une sorte de forum par dossier. Bon, bah voilà, ça, c'est plutôt efficace. Alors, vous dites qu'il y a un souci pour débattre. Donc là, j'imagine que ça peut dépendre des questions et forcément, ça dépend aussi des copropriétés. Il y en a dans lesquelles il y a une super ambiance et d'autres non, voilà, ce qui peut arriver. Mais en tout cas, vous avez des outils pour mettre en place cette communication, faire en sorte que tout le monde se tienne au courant de la vie de la copro, de la vie de la résidence et passer l'information. Bon, voilà, ça, c'est un retour d'expérience qui est intéressant. Est-ce que jusque-là, peut-être, il y a des questions à ce sujet-là, sur ces questions de bonne organisation? N'hésitez pas à me le dire. Bon, pour le moment, je n'en vois pas. Euh, Puisque je n'en vois pas, on va poursuivre en entrant dans cette première partie qui est dédiée à la question des besoins en énergie et donc assez logiquement des charges. Je vais juste rappeler quel est le sujet avec l'énergie. Vous avez sans doute quelques clés à minima, mais juste je le synthétise en 2 petites minutes. Pour vous rappeler pourquoi est-ce qu'on cherche aussi à faire de la réduction des consommations d'énergie. Euh, il y a plusieurs sujets qui vont avec ça, hein. Premièrement, euh, je vais prêcher pour notre chapelle, mais commune, qui est celle de notre environnement et de notre climat, bah, c'est la question du changement climatique, dans lequel vous savez sans doute, vous en avez peut-être vaguement entendu parler, qu'il y a un mécanisme central, c'est celui des émissions de gaz à effet de serre, qui, à cause du surplus que l'on provoque depuis déjà un moment et qui ne fait qu'augmenter, on, on a un réchauffement progressif des températures. Vous avez du coup une question qui est celle de réduire un maximum ces émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir garder des conditions de vie sur notre planète qui soient vivable, habitable pour les êtres humains et les êtres vivants. Le sujet n'est pas la fin de la planète, enfin la planète va demeurer, la question c'est celle des conditions d'habitabilité pour les êtres humains, pour beaucoup d'espèces animales et végétales, et sur lesquelles on a un très sérieux intérêt à faire en sorte que les choses puissent bien se passer. Éviter tout un ensemble de conséquences que l'on commence à voir en termes de catastrophes climatiques, par exemple, et des choses qui nous touchent aussi en France, hein, canicules, sécheresse, par exemple, et plus sérieuses dans d'autres régions du monde. Et vous verrez qu'on va parler tout à l'heure de cette question de l'adaptation aux vagues de chaleur, c'est une conséquence directe de ce réchauffement climatique. Bon, ça, c'est le premier sujet, c'est qu'on a un besoin très fort de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Deuxièmement, pour diminuer les gaz à effet de serre, on a besoin de sortir des énergies fossiles, puisqu'elles sont disponibles qu'en quantité limitée sur notre planète, et surtout que généralement, c'est des énergies combustibles. Je pense au fuel, je pense au charbon, dans certaines régions du monde où on en utilise encore, même très ponctuellement en France, pour produire l'électricité. Le sujet, c'est que pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, on veut passer sur des énergies renouvelables, un maximum. Ces énergies renouvelables, même dans les scénarios les plus optimistes dans lesquels on peut passer très rapidement sur du 100% renouvelable, il y a beaucoup de discussions autour de ça et je vais certainement pas m'engager dans le sujet, mais en tout cas, il y a une chose qui est absolument unanime entre tous les experts, expertes et chercheurs dans le domaine, c'est qu'on n'a pas la possibilité de le faire au niveau de consommation que l'on a actuellement. On a une nécessité incontournable de diminuer les consommations d'énergie que l'on va faire. Ce qui n'est pas un équivalent de revenir à la bougie, certainement pas, mais qui implique d'avoir des usages de l'énergie qui vont être plus sobres, d'optimiser la performance énergétique de nos appareils et de nos habitations, donc diminuer les besoins. L'autre sujet, et c'est celui auquel je pense la plupart des gens ont pensé très spontanément, bah, c'est juste de maîtriser les charges. L'énergie que l'on consomme, bah, elle nous coûte de l'argent et ça représente pas mal de choses. C'est justement la question que je voulais vous poser. Je ne vous demande pas hein, ici en argent, mais est-ce que vous avez une idée? Vous me répondez dans le chat, pas dans le Q&R, hein, dans l'onglet discussion. Est-ce que vous avez une idée de la part en moyenne dans une copropriété des consommations qui vont être prises uniquement par le chauffage et par l'eau chaude sanitaire? Voilà. Quel est le pourcentage sur toute l'énergie consommée dans le bâtiment, dans la copropriété, des consommations de chauffage
OK, donc là, je vois Gabriel, par exemple, qui nous dit un tiers. Est-ce que d'autres ont d'autres, estimations? Vous savez probablement pas, c'est pas très grave, hein, je suis juste curieux de d'avoir vos ordres de grandeur. Alors Alors, pendant ce temps, je vois une question de Monica qui avait été posée. Est-ce que les grosses copropriétés ne posent pas d'autres problèmes pour l'organisation? Bah, effectivement, avec plus de personnes, c'est peut-être plus difficile de s'organiser. Par contre, elles ont souvent d'autres avantages, les grosses copropriétés. C'est qu'elles ont souvent plus d'espace. Et vous verrez que pour certaines des idées, ça va être déterminant dans la possibilité de le faire ou non. OK, donc en tout cas, là, je vois passer des réponses. J'en vois qui sont à 25, j'en vois d'autres qui sont plutôt à 75, à 50. Donc, ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a des réponses qui sont très différentes. Je vais vous la donner, et je pense que ça va en surprendre quelques-uns, notamment les personnes qui ont donné des réponses assez basses. Le chauffage, en moyenne, c'est une moyenne, hein, dans une copropriété, ça représente 65 à 70 des consommations d'énergie de la copro. L'eau chaude sanitaire, c'est entre 10 et 15 des consommations d'énergie. Le reste de ces consommations, ça va être tout ce qui va relever autour des équipements du type ascenseur, de ventilation, d'éclairage, par exemple. Mais l'essentiel, de très loin, et ça correspond à ce qu'on retrouve dans une maison ou dans un appartement individuel, hein, l'essentiel, de très loin, c'est le chauffage et derrière l'eau chaude sanitaire. Heu, donc ça veut dire assez nécessairement que vous allez avoir un intérêt très vif à agir sur ces consommations. Et vous le voyez, au niveau des charges, ça représente en moyenne plus de 30 des charges annuelles en copropriété. Voilà, donc madame Fournier qui avait dit 38 des dépenses. Voilà, donc on est au la moyenne, en tout cas qui est donnée par l'association des responsables de copropriété, c'est autour de 30, un peu plus de 30. Donc quelque chose de très important, donc il y a un intérêt, voilà, pour notre environnement, pour notre climat et pour, juste la pure question des charges de copro que de diminuer ses besoins. Sur ces besoins, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le premier levier qui est de très loin le plus important, qui est celui des travaux, mais il y a aussi celui de la gestion. On a fait une étude à l'Agence parisienne du climat sur des bâtiments qui avaient été rénovés avec des projets de rénovation, très intéressants sur lesquels on a eu, des résultats qui étaient assez intéressants. C'est que l'énergie qui a été économisée, elle était là, il y avait aucun doute, mais elle n'atteignait pas les projections avant travaux. On prévoyait d'économiser encore plus d'énergie que ce qui avait été fait. Et une partie du gap heu, qui existait, c'était notamment parce que, les copropriétaires n'avaient pas nécessairement mis en place d'actions de gestion durable, dans la copro. Donc par exemple, ils continuaient de chauffer, à 22 degrés. Sachant que quand vous diminuez la température d'1 degré dans un logement, c'est, 7 d'économie sur le chauffage, donc c'est pas rien. Donc il y a un i ou alors, il y a eu des travaux, mais au bout de quelques années, bon, ils ont pas fait d'entretien des installations de chauffage collectif et donc voilà, les consommations d'énergie peuvent un petit peu dévisser. Donc là, on va pas parler des travaux, je vous le disais, mais on va avoir, on va avoir quelques éléments aussi sur la gestion au quotidien. 1°, c'est le premier conseil sur lequel je vais m'arrêter, vous verrez que celui-là, il va être un petit peu récurrent. Hem, Pas de problème Gabriel, pour la confusion, c'était de toute façon intéressant d'avoir les retours de tout le monde. 1er conseil, c'est de diffuser l'information auprès des résidents sur les écogestes et le fonctionnement des équipements de chauffage. Ça veut pas dire ici d'être en capacité de leur faire un long cours magistral, qui va entrer dans un grand niveau de détail sur chacun des éléments, mais peut-être de donner quelques éléments un peu plus structurants sur, comment faire des économies sur le chauffage, rappeler la température de consigne, hein, je vous la redonne, parce que souvent elle est assez méconnue. Température de consigne dans les logements, c'est 19 degrés. C'est pas 20, c'est pas 21 et c'est certainement pas plus, mais même si on le voit parfois dans des copros qui surchauffent parfois pendant l'hiver. Hem, donc c'est de rappeler ce genre d'éléments. Évidemment, au niveau des personnes qui souhaitent y travailler, je vais revenir là-dessus, heu, vous n'êtes pas forcément spécialiste du sujet, c'est bien normal. Là, c'est le moment pour moi de rappeler qu'à l'Agence parisienne du climat, mais aussi si vous êtes ailleurs en France, vous avez, je le disais tout à l'heure, des espaces France Rénov', des agences locales de l'énergie et du climat qui existent un peu partout sur le territoire. Donc vous avez des structures qui proposent des ateliers éco-gestes. Nous, à l'Agence parisienne du climat, on en fait chaque mois.
Actuellement, avec le contexte sanitaire, on les fait en webinaire. L'idée, c'est, en 2 heures, on balaye un maximum d'éléments pour faire des économies sur les consommations d'eau et les consommations d'énergie à l'échelle d'un logement. Donc on parle de tout, hein, multimédia, électroménager, on parle évidemment beaucoup du chauffage, vous avez compris pourquoi maintenant. On parle de l'eau, hem, on parle de la ventilation et de la qualité de l'air et donc on vous donne pas mal de clés. Donc évidemment, si vous n'êtes pas déjà spécialiste du sujet, c'est pas un problème, mais moi je peux que vous inviter du coup à venir assister à l'occasion à l'un de ces ateliers éco-gestes pour en apprendre plus. Ou alors vous avez aussi beaucoup de documentation, qui existe en ligne, que l'on pourra vous renvoyer après l'atelier comme, des bonnes plaquettes sur, des pas mal de conseils pour faire des éco-gestes. Mais première chose, c'est de diffuser l'information. On peut pas attendre, des gens qui le fassent s'ils sont pas au courant du sujet, s'ils savent pas qu'il faut le faire et qu'ils savent pas comment. Donc ça peut se faire justement avec les mails d'information qu'on a évoqués tout à l'heure, avec, la liste mail, la liste WhatsApp, voilà. Là, des affiches peut-être, là c'est à vous d'adapter la façon dont vous voulez le faire. Peut-être un cas spécifique. Un cas spécifique est celui des locataires, puisque, bah, voilà, on peut avoir des copropriétés dans lesquelles on a un chauffage collectif, mais il y a aussi des propriétaires bailleurs et donc c'est on peut se parler entre copropriétaires, pour le chauffage collectif, mais c'est plus dur de toucher les locataires. Bah, la première chose, c'est effectivement, si c'est pas déjà le cas, d'essayer de pouvoir les inclure dans la communication, donc de récupérer leurs coordonnées, quand vous avez l'occasion de discuter avec eux, si vous les croisez, dans le bâtiment, dans le hall par exemple. Ça peut être tout simplement, pour les propriétaires bailleurs qui mettent en location leur logement, bah, quand vous avez un nouveau locataire qui entre dans l'appartement, en plus de tous les documents habituels qui sont donnés pour, les différentes réglementations, le bail et ce genre de choses, bah, pourquoi pas ajouter aussi avec une petite plaquette sur les écogestes, pour leur redonner ces quelques éléments et juste leur parler 2 minutes, leur rappeler que voilà, ici on est en chauffage collectif, on essaie de faire attention, aux consommations d'énergie et du coup tout le monde doit y prendre sa part. Ça veut pas dire que les gens doivent avoir froid chez eux, mais juste, il faut faire attention à 2-3 choses. Voilà, juste, faire attention aussi à passer l'info aux locataires, puisque, bah, parfois il y a des copropriétés dans lesquelles les locataires représentent l'essentiel des résidents du bâtiment et donc, si on ne leur parle pas, on risque de passer à côté d'une grosse partie de la cible. Ça, c'était la première chose, diffuser l'information, organiser des temps pour en discuter et pour apprendre à faire tout ça. Deuxième chose, qui s'en occupe de ça? Et ben, c'est, pourquoi pas de former un groupe de travail dans la copropriété. Donc là, c'est à vous de voir comment vous fonctionnez. Il y a des copros dans lesquels ça va se faire parce que, bah, c'est le conseil syndical qui porte ces sujets-là et ça les gêne pas de le faire, ils ont envie de le faire et bah, très bien, faites-le, juste en restant sur le conseil syndical. Dans d'autres copropriétés et bah, ils vont former un groupe de travail spécifiquement sur l'énergie. Alors je vous dis un groupe de travail, ça fait très officiel. Dans une grosse copropriété, ça peut être 10 personnes, mais si vous êtes dans une copropriété d'une taille plus modeste, ça peut juste être 2 personnes un peu motivées, c'est pas ça suffit largement. L'idée en tout cas, c'est juste de se répartir les tâches. On ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif et donc, bah, s'il y a des gens avec qui, juste parler d'énergie, ça parle pas, c'est un peu dur de leur dire ensuite, il va falloir que vous suiviez de très près les consommations d'énergie de la copro. Mais souvent, on peut trouver des gens un peu motivés, en tout cas nous on le voit, avec les copropriétés qu'on accompagne. Il y a souvent des gens qui s'intéressent au sujet et donc, former un petit groupe de travail spécifiquement là-dessus qui aura la charge justement juste de diffuser régulièrement les informations sur les éco-gestes, et donc d'en venir à cet autre conseil qui est celui de suivre les consommations d'énergie dans la copropriété. Se tenir au courant des consommations qui sont faites, heu, année par année, de voir l'évolution, voir justement si elles semblent, beaucoup augmenter d'une manière anormale. Évidemment, c'est pas évident de les analyser soi-même, mais là, je le ramène une nouvelle fois, vous pouvez tout à fait faire appel à un conseiller coach copro pour avoir un avis extérieur et savoir aussi quoi en penser, savoir s'il y a besoin d'aller plus loin, peut-être d'engager une étude sur l'énergie dans votre bâtiment pour avoir des pistes, pour les diminuer par exemple. Mais en tout cas, suivez les consommations d'énergie dans la copropriété et tenez-vous au courant des températures qui fait dans les logements. Pas dans chacun d'entre eux, l'idée c'est pas de fliquer les gens, certainement pas, mais par exemple juste de dire, la copropriété collectivement achète quelques thermomètres et elle les met à disposition, elle les prête aux voisins. S'il y a des gens qui se plaignent d'avoir froid en ce moment chez eux, qui n'ont pas de thermomètre, bon, nous on conseille toujours d'en avoir un, mais souvent les gens n'en ont pas forcément, bah, pourquoi pas leur prêter un des thermomètres de la copro, ils le gardent quelques jours chez eux pour voir combien il fait. Peut-être dans d'autres cas, c'est des gens qui vont avoir trop chaud et qui vont vouloir aussi
avoir une mesure objective, savoir quelle température il fait dans leur logement. Si vous constatez qu'il y a plusieurs personnes qui se plaignent d'avoir un peu trop chaud pendant l'hiver, par exemple, parce que ça peut arriver, des copropriétés qui surchauffent, et bah, vous prenez température pendant quelques jours. Bon, bah, si vous constatez que dans plusieurs logements, il fait trop chaud, bah, là, il y a peut-être un sujet collectivement à poser. Donc voilà, on essaie de faire un suivi des consommations d'énergie et un suivi des températures. Hem, alors je vois votre question, Gabriel, je vais la prendre après. Hem, autre sujet, une fois qu'on assure ce suivi des consommations, hem, ça va être, l'entretien des installations. Il faut le savoir, c'est que ces installations de chauffage, elles ont un cycle de vie. Elles ont un cycle de vie et elles ont besoin d'être entretenues. Donc c'est notamment de procéder quand vous êtes au chauffage, urbain ou quand vous êtes, au fioul. Si vous êtes encore au fioul, il faut peut-être penser à changer, mais si vous êtes encore au fioul, si vous êtes, au gaz, par exemple, il va y avoir un sujet de purge régulière des radiateurs. Je ne vais pas développer, hein, ce que c'est et comment ça fonctionne, ça se fait justement dans les ateliers éco-gestes, mais il y a peut-être un sujet de purger les radiateurs, de procéder au désembouage. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait par le chauffagiste, mais ce qu'on a avec le temps des petites boues, des matières, qui s'accumulent dans le réseau de chauffage et qui commencent un peu à entraver son bon fonctionnement. Et quand le chauffage se diffuse mal, et bah, du coup, la chaudière elle va se mettre à surconsommer de l'énergie pour compenser. Donc, c'est de faire attention à l'entretien des installations. Alors évidemment, pareil, c'est pas vous qui le faites, c'est le chauffagiste. Mais l'idée, c'est de dire, bah, peut-être que le conseil syndical ou et le groupe de travail énergie, va faire attention à bien le suivre, à faire attention à ce que ce soit fait, va se tenir au courant avec le chauffagiste. Je vais lui poser des questions, bah, est-ce que là la chaudière, le réseau de chauffage fonctionne bien? Est-ce que vous avez constaté des problèmes? Il y a un carnet d'entretien qui sert à ça, mais aussi de rester en lien régulièrement avec les professionnels qui s'en occupent pour vous. Alors, je vois une question d'Alexis. Heu, Alexis qui me demande: «Est-ce que j'aurais une estimation du coût des désembouages, par logement?» Je vous dis très honnêtement que je n'en ai pas. Je vous dis très honnêtement que je n'en ai pas, et alors vous m'évoquez, nous avons des RFC. Enfin, je n'en ai pas, j'en ai pas de tête, hein, donc enfin, typiquement, si vous avez un sujet un sujet justement, à creuser dans votre copropriété, il faut surtout pas hésiter à nous contacter également, par la suite et on pourra essayer de vous répondre au mieux. Mais là, je ne l'aurai pas de tête. Nous avons des RFC, qu'en pensez-vous? Alors nos RFC sont en radio relevé. Savez-vous s'il existe un équipement pour que vous puissiez le faire vous-même? Alors de la même manière, question assez précise, je ne l'aurais pas. Je sais que ça peut exister pour, justement les consommations d'eau. Je ne sais pas s'il existe des dispositifs analogues pour le chauffage. Là sincèrement, ouais, ça va être une question à nous poser par la suite. Donc je vois justement que ma collègue Anne-Sophie remet le lien d'inscription pour le coach copro pour votre résidence et puis ne pas hésiter aussi à prendre un rendez-vous avec nos conseillers, où on pourra creuser la question. Je termine sur le dernier conseil au niveau de l'énergie et ensuite je répondrai, également à la question de Gabriel. Hem Dernière chose, c'est la question de la renégociation des contrats d'énergie. Vous avez régulièrement des contrats qui arrivent à terme et c'est donc l'occasion de se poser la question de le renégocier. Alors, ça peut être fait en lien étroit avec votre syndic. Si vous en avez l'utilité, par exemple pour des très grosses copropriétés qui ont des charges de chauffage très élevées, ça peut être intéressant de procéder comme ça. Pourquoi pas, recruter également un bureau d'études spécialisé en thermique pour vous aider, à ce sujet. Hem L'idée en tout cas, c'est de revoir au moment où vous devez repasser un contrat de fourniture d'énergie, si vous avez une possibilité de renégocier les tarifs avec votre fournisseur. Éventuellement d'envisager de changer de fournisseur, alors soit pour des raisons de tarifs, soit pour des raisons de fonctionnement de bons liens. Ça peut être également pour envisager du recours à un peu plus d'énergie renouvelable, par exemple, au niveau de votre électricité. En tout cas, l'idée, c'est de se dire, que c'est pas figé, qu'il faut éviter de s'enfermer dans une routine et de juste le renouveler un petit peu, vous voyez, par habitude, de se dire: «Bon, bah, ça tourne donc on le fait» et juste de se dire: «Bah, pourquoi pas?» se poser la question. Si tout fonctionne bien et que vous êtes très satisfait, tant mieux.
Mais gardez à l'esprit qu'il peut y avoir aussi une fenêtre, une opportunité pour renégocier ces contrats. Et c'est des choses, bon, pour les copropriétés qu'on accompagne, qui sont souvent un petit peu négligées. Je réponds à la question de Gabriel et ensuite, on va revenir rapidement sur ce retour d'expérience. Alors Gabriel, ce que vous me dites, c'est que vous voulez qu'on parle de la problématique du changement de chaudière. Alors on la développera pas en détail parce qu'on n'est pas sur les travaux, mais je vais quand même vous répondre. Vous avez une chaudière fuel, mais les alternatives sont limitées. Le gaz, ça vous paraît pas écologique, ça reste une hydrocarbure, ça impacte l'environnement, effet de serre, on est d'accord. Et vous avez le sujet de la transition vers le chauffage urbain. Alors 2 choses. 2 choses. Je commence juste par vous répondre sur quelque chose où c'est pas le cœur de votre question, mais que vous mentionnez. Heu, Premièrement, vous dites que c'est le sujet le plus prégnant pour améliorer le rendement énergétique. Alors à vrai dire, non. À vrai dire, non. De très loin, le sujet quand vous voulez diminuer la consommation de chauffage du bâtiment, c'est de diminuer son besoin en chauffage et donc en fait, ce qui permet de faire le plus d'économie d'énergie, la manière, la plus nette, c'est les travaux d'isolation, en fait. Donc les travaux d'isolation par l'extérieur, par la toiture, par, d'autres éléments, les planchers bas, par exemple. Mais c'est les travaux d'isolation d'abord, qui permettent, en plus d'ailleurs des économies d'énergie, de faire, aussi un gain de confort. On a aussi moins froid dans un logement qui est mieux isolé, on a moins chaud pendant l'été, pendant les pics de chaleur. Je le développe pas. Vous avez du coup cette question de la chaudière fuel. Je vais pas la développer. Vous avez effectivement la question du gaz. Alors vous avez quand même une amélioration assez sérieuse, hein, en termes d'émissions de gaz à effet de serre en passant au gaz. Mais là, en fait, voilà, ma réponse va être très simple. Prenez rendez-vous avec nous. Prenez rendez-vous avec nous, on se pose pendant 1 heure avec l'un ou l'une de mes collègues et vous aurez l'occasion de creuser la discussion pour savoir ce qui va être le plus simple à faire. Pourquoi pas poser l'alternative CPCU et par contre, il peut y avoir des sujets justement des sujets d'aide à débloquer si ce passage à la CPCU est envisageable. Sur tous ces éléments-là, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que vous allez pouvoir bénéficier d'aide ou non? C'est des choses sur lesquelles on va pouvoir vous répondre et vous aider à poser un peu les alternatives entre ça, entre le gaz et éventuellement d'autres solutions. Comme mon collègue M. Renaudin l'a évoqué dans le chat, pourquoi pas les chaudières aussi, des chaudières à pellets, donc pourquoi pas passer sur des solutions biomasse quand c'est le possible. Voilà. Donc il y a d'autres possibilités. Je développe pas. Je reviens sur le retour d'expérience. Retour d'expérience, je fais attention au temps, mais on est encore dans les temps, c'est normal que cette partie prenne plus de temps. Au niveau du retour d'expérience, vous voyez, c'est une copropriété à Paris, dans le 14e, copropriété qui s'appelle Le Méridien, de 474 logements. Alors, on est tout de suite d'accord, c'est une très grosse copropriété. Pour Paris, c'est assez rare d'avoir des copropriétés d'une telle taille et c'est pas ce qu'il y a de plus représentatif. Mais ils ont eu une démarche qui est très intéressante et qui peut en inspirer d'autres. Cette copropriété, elle a fait le choix de se concentrer d'abord sur la régulation et sur la gestion de ces équipements de chauffage collectif pour permettre d'avoir une économie qui soit le plus immédiate possible, qui soit la plus immédiate possible, et par des actions de régulation principalement. Vous voyez qu'on évoque des petits travaux de calorifugage, donc ça c'est l'isolation des réseaux d'eau chaude sanitaire et de chauffage, mais c'est principalement par la régulation du chauffage qu'il y a eu les économies qui ont été générées. Euh, et ça a été en adoptant une solution de conduite prédictive du besoin de chauffage en immeuble, donc la solution de la société Efficap Énergie, qu'ils ont pu faire en l'adoptant, en la mettant en place. Donc on est purement sur la régulation, on est purement sur ajuster la production de chauffage de notre équipement de chauffage collectif par rapport aux besoins de la copropriété, en prenant en compte tout un ensemble de paramètres, la météo, l'exposition au soleil, la circulation de l'air typiquement. Euh, En mettant en place cette solution, ils ont permis de débloquer chaque année une économie sur les charges d'énergie de 60 000 à 90 000 euros chaque année. Donc c'est une économie qui est particulièrement importante, vous le voyez, c'est aussi parce que je vous le disais, hein, c'est une très grosse copropriété, on est quasiment à 500 logements, euh, mais on n'a ici pas de travaux importants qui ont été effectués, comme vous l'aurez compris, uniquement des actions de régulation. Donc,
un exemple assez intéressant et par ailleurs, en plus de ça, assez vertueux puisque, leur objectif dans cette copropriété, c'est de, provisionner l'économie qui est faite chaque année pour financer un futur projet de rénovation énergétique. Parce que justement, ne perdant pas le nord, le conseil syndical ont des éléments sur ce qui est important et ils ont bien en tête que la rénovation va permettre de passer une très grosse étape supplémentaire. Voilà un retour d'expérience assez intéressant et qui permet de montrer, ce qu'on peut attendre aussi de la régulation du chauffage. Alors, ensuite, je regarde les questions, hein, parce que je crois qu'il y a eu des discussions assez nourries dans le chat, mais je ne vais pas les relever. Mes collègues semblent avoir aussi, aidé à y répondre et je les en remercie. Juste une contribution et pour rappeler qu'il y a eu effectivement des augmentations de tarifs de l'énergie très importantes, ces derniers temps et vous avez absolument raison de le dire. Et Alexis qui pose, cette question: «Est-ce qu'on a un mode de fonctionnement éprouvé, par les copropriétés pour la décision de démarrage et d'arrêt de la chaudière collective?» Et justement l'augmentation, la diminution de la consigne de température. Bon là l'idée enfin moi je vais vous donner 2 conseils. C'est pas forcément quelque chose qu'on a abordé dans le guide. Bon de toute façon la période de chauffe elle est, heu, enfin, elle est fixe. Elle est pas fixe, mais justement, vous pouvez la fixer dans le règlement de copropriété. Généralement, c'est comme ça que les copros, ils travaillent. Moi, en fait, la chose sur laquelle je vais juste me fixer, c'est, de pas le figer dans le temps. Si vous constatez 1 an, 2 ans de suite que effectivement les températures diminuent très rapidement, un petit peu plus tôt que ce qui est prévu au départ et qu'il y a une nécessité peut-être d'activer le chauffage parce qu'il fait beaucoup trop froid dans la plupart des logements, pourquoi pas l'envisager? Heu, je vais nuancer cet élément en rappelant aussi que, c'est absolument universel d'avoir des plaintes au niveau du froid au tout début de cette période d'automne ou d'hiver avec la diminution des températures. C'est quasiment universel, je vous dis ça parce que, enfin, on retrouve ça par des retours qu'on a à la fois dans le logement social, dans, beaucoup de copropriétés où on dit toujours ça, mais c'est pour une raison très simple, c'est parce qu'à partir du moment où les températures commencent à sérieusement baisser pendant les mois d'octobre ou de novembre selon les années, et ben, on a besoin de plusieurs jours pour s'y acclimater, y compris chez soi. Donc le mieux à faire, en fait, c'est surtout de bien objectiver les températures qu'il fait dans les logements. C'est pour ça que j'ai insisté un petit peu tout à l'heure sur les fameux thermomètres, puisque, bah, il y a des gens qui vont avoir des sensations de froid alors qu'en fait, on est encore à 19 degrés dans les logements, mais juste, la rupture par rapport aux semaines qui précèdent, elle est un petit peu vive. Et si jamais on constate effectivement que, dans la copropriété, ça fait 2 ans de suite qu'on se retrouve pendant 2 semaines à être, à des températures plus froides que ça gêne tout le monde et bah, pourquoi pas se dire: «On va revoir le règlement de copro et on change cette date de démarrage de la chaudière collective». Hem, voilà, pour ce qui est de l'augmentation, diminution de la cantine de température, bah, là, j'y reviens, c'est effectivement le 19 degrés qui est notre recommandation. Hem, si vous êtes dans une copropriété qui se chauffe plus que ça, effectivement, c'est un sujet qu'il va falloir poser à la discussion. Peut-être de pas, peut-être que le mieux à faire serait dans un premier temps d'essayer de sensibiliser un maximum aux écogestes et de montrer l'impact qu'il va y avoir au niveau d'une diminution du chauffage. Donc je vous donnais ce chiffre tout à l'heure, hein. Quand vous baissez la température de 1 degré, c'est 7 sur les consommations d'énergie. Donc ça peut être, appuyé là-dessus pour montrer aussi la différence que ça peut faire sur les charges et puis ensuite, si vous êtes dans une copropriété qui revient de très loin et bah, il va peut-être y avoir un sujet de pas y aller trop vite. Même si j'aimerais bien vous dire: «Passez tout de suite, demain à 19 degrés», mais si vous avez devant vous quelques dizaines de copropriétaires qui sont absolument pas d'accord avec cette idée, ça va être compliqué de la mettre en œuvre tout de suite. Donc pourquoi pas leur dire: «Bah, là, on est à 22 degrés, est-ce qu'on peut essayer de passer à 20?» Et puis, et vous reviendrez, avec, l'idée de diminuer à 19, dans un second temps. Voilà les quelques éléments que je peux vous donner dans l'immédiat. Alors, du coup, j'avance sur la partie qui suit, c'est-à-dire celle sur la consommation d'eau potable, avec une nouvelle question que j'ai pour vous. Donc je vais vous demander de me répondre dans le chat encore une fois. Est-ce que vous avez une idée de la consommation moyenne d'eau par jour
des Parisiens et Parisiennes, donc par personne, hein. Chaque personne, combien de litres d'eau elle consomme chaque jour en moyenne? Alors, je vois quelqu'un qui m'évoque 200 JL. Ok, pas d'idée, il n'y a pas de problème, c'est bien normal. Alors, quelqu'un qui tente à 80 litres, je vois monsieur ou madame Loriot qui me dit 220. Je vous cache pas que je profite aussi de ces temps de questions pour juste boire un petit peu d'eau. Je vous donne la réponse tout de suite. La réponse tout de suite, c'est 120 litres d'eau par jour en moyenne à Paris, 143 litres par jour en moyenne en France. Donc c'est très important. Très important, et puis je vois surtout que les estimations, elles étaient. Voilà, je vois Mme Fournier qui réagit en disant oh là là. Oui, 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 tout à fait. Alors attention, hein, c'est pas uniquement du coup les consommations d'eau c'est des consommations d'eau ça va être en fait à la fois la cuisine, ce que vous allez boire, ça va être l'hygiène, ça va être d'autres éléments un petit peu plus collectifs, mais que l'on lisse au niveau des habitants. Mais vous voyez du coup en tout cas qu'il y a une consommation qui est très importante. Euh, le sujet avec l'eau, c'est que vous avez un gâchis qui est très important et qui se fait principalement par des fuites qui sont faites dans l'espace public, mais aussi dans nos logements et dans nos copropriétés. Pour vous donner une idée, on perd 20% de l'eau potable entre les centres de traitement et entre les robinets que l'on va trouver dans les bâtiments. Parce que vous avez des fuites dans le logement, parce que vous avez des fuites parce que vous avez des fuites dans la copropriété. Donc là, on a un sujet qui va se faire. Alors, on va reparler des fuites, mais vous avez un sujet qui va se faire au niveau du besoin de diminuer les consommations d'eau, puisqu'on est dans un contexte où on a un assèchement des nappes phréatiques, on a une multiplication des sécheresses, on a un ralentissement des débits d'eau, on a besoin de diminuer tout ça. Euh, Quels sont les conseils qu'on va avoir à vous donner ici? Ils vont être pareil, assez simples. Premièrement, ça va être de diffuser l'information auprès des résidents sur les éco-gestes. Donc là, pareil, on parlait du groupe de travail tout à l'heure sur l'énergie et l'eau, et ça peut être à lui, ça peut être au conseil syndical. Je redéveloppe pas, mais c'est toujours la même rengaine et toujours sans oublier les locataires. Deuxièmement, le premier sujet, ça va être de suivre ces consommations qui sont faites sur l'eau. Et donc là, un moyen qui peut simplifier la tâche dans la copropriété, ça peut être d'installer des compteurs avec un télérelevé pour surveiller les consommations d'eau qui sont faites dans la résidence, ce qui évite du coup toute cette phase où on essaie d'avoir des passages dans chacun des logements pour faire le relevé. Deux solutions qui existent ici. Premièrement, vous pouvez les acheter, vous faites une commande groupée, vous avez une économie qui se fait de cette façon-là, ou alors vous pouvez les louer. La location est tout à fait possible. La location va généralement coûter un petit peu plus cher, mais ça veut aussi dire que ça vous débarrasse de cette tâche de devoir en assurer le relevé et le suivi. Si vous décidez de procéder à l'achat, simplement, il faut que ça serve ensuite. Il faut que le relevé soit effectivement effectué et que vous puissiez garder un œil sur ces consommations d'eau. Si vous voyez à certains moments qu'elles augmentent de manière inhabituelle, qu'il y a des consommations d'eau très importantes qui se font pendant la nuit, peut-être qu'il y a des fuites à aller chercher. Donc c'est le troisième conseil, c'est de faire attention aux fuites, de ne surtout pas les laisser traîner, puisque justement vous avez un gâchis d'eau qui est très important, qui peut se faire assez vite. Euh, et le dernier élément, je passe un peu plus vite ici, mais parce que je pense que l'essentiel est dit. Euh, le dernier élément, c'est d'envisager une récupération des eaux de pluie pour les usages dans lesquels vous n'avez pas besoin d'eau potable pour certains éléments. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, monsieur ou madame Loriot, je ne sais pas, mais je vous souhaite une bonne soirée. Euh, donc, je vous parlais de la récupération des eaux pluviales. La récupération des eaux pluviales, voilà, vous en avez un retour d'expérience ici, qui est dans le guide, hein, ce sont des éléments qu'on retrouve dans le guide ici et que je développe, mais ici, c'est une résidence qui se trouve à Boulogne-Billancourt, la résidence La Reine, donc une copropriété, qui a eu un très beau projet de rénovation énergétique. Je vais pas le développer, mais ils ont fait un beau projet de rénovation avec beaucoup d'éléments qui leur a permis d'avoir un énorme gain de confort et des consommations d'énergie sacrément diminuées. Et surtout, ils en ont profité pour passer de leur ancien mode d'énergie, qui était le fuel, c'était leur mode de chauffage,
vers un autre mode d'énergie. Alors je ne l'ai plus en tête, je ne sais plus s'ils sont passés à du chauffage urbain, du gaz ou autre chose. Je m'en excuse, mais en tout cas, l'idée à retenir ici, c'est qu'ils ont abandonné le fuel, et qu'en abandonnant le fuel, ils ont eu l'idée de faire usage de l'ancienne cuve à fuel pour stocker les eaux pluviales. Alors je vois votre question, Alexis, je vais y venir. Ils ont utilisé cette ancienne cuve à fuel, donc vous voyez la photo, pour l'enterrer, assurer une récupération des eaux de pluie qui est faite, et pour quels usages, qu'est-ce qu'ils en font de cette eau? Eh ben, ils s'en servent pour arroser le jardin. Ils s'en servent pour arroser le jardin, typiquement, et donc là, voilà, on a un usage très simple qui en effet, est en évitant des consommations d'eau potable dont il pouvait se passer grâce à cette cuve. Voilà pour une idée. C'est typiquement des projets qui pourraient se développer dans beaucoup d'autres copropriétés à l'occasion d'un abandon du fioul ou pas d'ailleurs, hein. Pourquoi pas l'envisager même hors de ce contexte. Eux, c'était un peu plus favorable grâce à ça. Alors, sur l'eau, pour le moment, je ne vois pas de questions passées. Je ne vois pas de questions passées, donc je vais passer à la suite. La suite, c'est le sujet des déchets. Alors, quelle est la question avec le sujet des déchets? Alors, on m'évoque dans le chat avec l'eau un problème de stockage et de risque de bactéries. Alors, encore une fois, on en fait un usage pour arroser les plantes. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est à surveiller, mais on est dans des usages où a priori, la question ne devrait pas se poser. En tout cas sur les retours d'expérience que nous avons pu avoir, ça n'a pas été un problème. Je ne dis pas qu'il y a pas de sujet, attention, hein, je vous dis que c'est pas on ne parle pas d'eau que vous allez boire ou que vous allez utiliser pour cuisiner, évidemment. Je pense que vous l'aviez compris aussi. Donc je vous le disais, sur les déchets, quels sont les sujets? Premièrement, des déchets, ça implique qu'il y a eu à un moment une production du déchet, et donc autrement dit, on a eu des consommations d'énergie, donc avec les fameuses émissions de gaz à effet de serre qui vont avec, et on a une utilisation de matières premières pour pouvoir les produire. Deuxièmement, autre problème avec les déchets, c'est que quand on commence à les accumuler, quand on commence à les accumuler, il y a un coût financier pour les collectivités. Et donc pour les collectivités, ça veut dire pour nous toutes et nous tous, hein, puisque c'est aussi les impôts que l'on paye, un coût financier qui devient important, puisque on doit payer pour la collecte, pour le transport et pour le traitement de ces déchets. Et donc c'est là que l'on peut avoir, une problématique. Alors je vais vous donner un ordre de grandeur. À Paris, c'est 3000 tonnes de déchets qui sont produites chaque jour. Donc, voilà, c'est un chiffre forcément impressionnant. Mais c'est plutôt le deuxième que je trouve très parlant. C'est qu'en 80 ans, vous avez le volume des poubelles des foyers qui est passé de 240 kg à 500 kg en moyenne par an et par habitant. Donc on a doublé. On a doublé en 80 ans, ça n'a fait qu'augmenter, et on a un besoin absolu de diminuer cette production de déchets. Euh, alors, je suis assez d'accord, Madame Fournier, sur votre remarque. Alors, je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose, en tout cas, que l'eau soit un meilleur marché qu'ailleurs à Paris, mais forcément, quand elle coûte plus cher, ça interpelle un peu plus. Donc, pour les déchets, on a un objectif de mettre en place les 3 R. C'est vraiment le principe à retenir ici, puisque souvent, on va s'attacher beaucoup à la question du recyclage, qui est pas anodine, hein, mais qui est pas la priorité. Premièrement, c'est de réduire. C'est pas de recycler les déchets. Le premier sujet, le prioritaire, c'est pas de bien les trier dans le local à poubelle. Il faut le faire, hein, il faut le faire. C'est pas le premier. C'est de les réduire, de faire en sorte de ne pas avoir de déchets. Typiquement, d'éviter, par exemple, quand on peut, les produits suremballés, d'éviter les achats inutiles. Et c'est des choses comme ça dont on va reparler. Deuxième chose, c'est de réemployer un maximum. Donc, typiquement des objets, des vêtements, par exemple, qui ne sont pas encore, euh, qui peuvent encore être utilisés, de les réemployer d'une façon ou d'une autre. Alors, soit pour leur usage initial, quand c'est possible, soit par exemple des vêtements, on en fait d'autres choses, des torchons, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est de réemployer un maximum ces déchets. Et puis ensuite, troisième R, c'est effectivement le recyclage. Donc là, moi, je vais vous parler de qu'est-ce qu'on peut. On va pas faire un atelier zéro déchet ensemble, hein, c'est pareil, ça pourrait être très long. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la copropriété, collectivement, pour essayer de mettre en place un peu des comportements un petit peu plus vertueux. D'accord?
Quel est le sujet? Premièrement, diffuser l'information. Je ne répète pas, la question, mais vous avez du coup beaucoup de supports. On a par exemple, nous, à l'Agence parisienne du climat, on a un guide «Devenez un héros du zéro déchet» qui existe et donc sur laquelle vous avez de très nombreux conseils que vous allez pouvoir retrouver. Ça peut être par exemple de diffuser ce genre de support, dans la fameuse liste mail pour les gens qui veulent s'y intéresser. Donc premièrement, diffuser l'information. Je ne le développe pas. Deuxièmement, pourquoi pas poser la question d'un composteur collectif dans la copropriété? Si vous en avez l'espace, par exemple, vous avez des espaces extérieurs, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Donc là, une copropriété dans le 19e arrondissement, c'est la copropriété du Belvédère, dans laquelle j'avais pu prendre cette photo lorsqu'ils me l'avaient fait visiter, où ils avaient voilà, plusieurs composteurs dans lesquels les habitants, les habitantes viennent jeter leurs déchets alimentaires et grâce à ça, ils récupèrent du compost. Et comme eux, ils ont des espaces verts, et le compost leur sert de manière très directe. Voilà, c'est presque du circuit court. Euh, alors effectivement, vous le dites, Madame Fournier, hein, c'est un sujet quand on a la place. Tous les conseils que l'on donne dans ce guide et dans ce webinaire ne peuvent pas être adaptés partout. On est parfaitement d'accord. L'idée vraiment, c'est de voir quand on connaît sa copropriété, c'est vous qui êtes en position de le faire, les copropriétaires, les gestionnaires, mais c'est de voir ce qui est possible d'impulser. Mais s'il y a un petit espace à l'extérieur, qui a un petit espace vert, qui a voilà, quelque chose qui s'y prête, et bah pourquoi pas. Et après, effectivement, il y a plusieurs idées que l'on donne qui se fera en espace extérieur. S'il n'y a pas assez de place, et il faut arbitrer et voir ce qui serait le plus intéressant pour le plus de monde. Mais ça fait partie des choses que vous pouvez faire, le composteur collectif. On essaie de bien s'organiser pour qu'il fonctionne correctement, parce que sinon, alors Alain, vous posez la question, comment est-ce qu'on peut rassurer les copropriétaires concernant les animaux nuisibles par rapport au compost? Euh, c'est une question qui va se poser. Alors, premièrement, qui va se poser au niveau de l'accumulation du compost donc il faut qu'il soit utilisé effectivement, et au niveau du bon entretien du composteur. Donc là-dessus, soit on connaît bien le sujet, une personne par exemple qui est formée là-dessus, on ne sait jamais, parmi les voisins, qui s'en occupe, soit pourquoi pas faire appel à un spécialiste, justement les maîtres composteurs qui peuvent s'en occuper si vous avez ce genre de choses. Alors est-ce qu'il y a des associations qui aident à l'installation d'un composteur collectif? Euh, Nous, on est sans doute en capacité de vous renseigner sur son utilisation et là-dessus. Est-ce qu'il y a des associations qui aident à l'installation d'un composteur collectif? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, Madame Fournier semble dire que oui. N'hésitez pas n'hésitez pas à le mentionner. Euh, Ah oui, voilà. Alors oui, là vous parlez de la mairie de Paris, tout à fait. La mairie de Paris, effectivement, est tout à fait intéressée à voir se développer ce genre de choses. Donc si vous voulez creuser la question et que vous êtes dans une copropriété parisienne, contactez-nous, on vous passera toutes les informations nécessaires là-dessus. Mais au niveau des assos, je n'en ai pas en tête. Je n'en ai pas en tête. Troisième élément. Euh, Troisième élément, c'est la mutualisation des équipements entre les voisins et entre voisins et voisines. Pourquoi je vous parle de ça? Je pense que vous connaissez tous et toutes l'exemple mais il y a sans doute des gens qui sont concernés et j'y ai pas échappé non plus, de l'achat que l'on fait pour un équipement qui au final nous sert quasiment jamais. L'exemple type, je pense qu'on peut faire, c'est celui de la perceuse que l'on achète, et puis au final, la perceuse, elle nous sert une fois, peut-être une fois tous les 2 ans, et puis le reste du temps, on la prête peut-être à des amis, mais elle nous sert pas beaucoup. Euh, donc il y a peut-être un sujet à penser entre voisins. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de la petite boucle de messagerie instantanée. Pourquoi pas se dire dessus aussi, on recense qui possède quoi et qui serait OK pour prêter aussi certains de tes équipements. Et justement de se dire, peut-être qu'il y a une personne qui a une perceuse, ça sert à rien que tout le monde en possède une si elle sert une fois tous les X mois. Et donc de mutualiser quelques équipements comme ça. Pourquoi pas, par exemple, s'il y a pas mal de personnes qui font du vélo, pourquoi pas acheter une petite pompe à pied et puis on la laisse à disposition dans la copro, on se la prête, et comme ça, il n'y a pas besoin d'en acheter une tout le temps, alors qu'en fait, on va regonfler les pneus de son vélo tous les quelques semaines. Voilà, ça peut être des petites mutualisations d'équipements, d'outils qui peuvent servir. Dernière chose, c'est la recyclerie maison. Alors ça, je pense que ça sera mieux illustré avec le tableau qui vient derrière. Hop là, le voilà. Le tableau qui vient derrière. Donc,
Vous voyez, ça ressemble à ça, en fait. Je me suis inspiré très directement de quelque chose qu'on fait sur notre propre lieu de travail, où on a ça qui est affiché dans un espace commun, du bureau et donc pourquoi pas faire la même chose dans la copropriété? C'est-à-dire, ici, hem, l'idée c'est, d'avoir un petit tableau dans lequel on met, «Je recherche» un objet, je donne ou je vends, hein, si vous le vendez, mais en tout cas, j'ai à disposition un objet, un équipement, et de mettre ses coordonnées, son téléphone, auquel on est joignable. Et donc par exemple, bah, si à un moment, vous avez, je sais pas moi, vous avez un vélo à vendre, vous avez ou quelqu'un qui cherche un bureau, par exemple. Est-ce que quelqu'un se débarrasse en ce moment d'un bureau ou d'une table basse? On le met et puis comme ça, bah, pourquoi pas essayer de faire ça plutôt que de laisser les objets aux encombrants. Alors on a une chance, c'est qu'à Paris, ils ont organisé un circuit pour justement que les encombrants servent à, ne finissent pas tous à la poubelle, mais puissent être réemployés un maximum. Mais, peut-être qu'on peut se passer de cette étape et que dans l'immeuble, déjà, il y a des gens qui seraient intéressés. Donc pourquoi pas mettre à disposition un petit tableau comme ça. Alors soit vous le mettez dans le hall d'immeuble, ça peut marcher, soit vous le mettez aussi, sur, vous simplement vous relayez ce genre d'infos sur la boucle WhatsApp, la boucle messagerie instantanée, les mails, voilà. Vous fonctionnez comme vous le préférez, mais, ça peut fonctionner. Alors JL, vous me demandez qui est responsable si la personne se blesse avec une perceuse prêtée. Je vous dis très honnêtement, j'en sais rien, moi je suis pas juriste. Mais je suis pas enfin bon, je suis pas c'est un exemple parmi d'autres, je suis pas sûr que ça soit quand même la question, la 1re question, que je me poserais. A priori, si la personne elle se blesse et ben ça demande quoi? Ça dépend comment, ça dépend pourquoi, ça dépend des circonstances. Voilà, pour le reste, je laisserai un un avocat ou une avocate s'occuper de la question si ça arrive, mais ça c'est la vie. Et madame Fournier, voilà, vous me donnez un exemple, plusieurs copropriétés qui tiennent des repair cafés, bah, ça c'est super, et une permanence chaque samedi à la mairie pour réparer et échanger. Alors je serais très, très curieux que vous nous recontactiez par mail, hem, vraiment juste pour avoir 2-3 infos là-dessus, parce que justement ce genre d'exemple, on est toujours preneur de pouvoir aussi les relayer, donc ça me rend curieux là, ce que vous évoquez. Alors voilà, alors vous dites aussi pour la petite recyclerie, le tableau, bah, pour aussi les jouets, ouais, complètement, les jouets. Vous avez des enfants, ils grandissent, au bout d'un moment ça sert plus, bah, effectivement, il y a peut-être une autre famille qui a des enfants en bas âge et qui serait super intéressée de récupérer des jouets ou des vêtements. C'est voilà, c'est un super exemple. Hem, je poursuis. Je poursuis. Juste j'évoque en 2 mots le défi des clics. Il faut le savoir, on lance chaque année au moment du début de la période de chauffe, donc c'est lancé généralement autour d'octobre ou novembre. Mais les inscriptions sont ouvertes à partir de début septembre. Un défi dans lequel on propose d'accompagner des particuliers qui se mettent en équipe pendant 5 mois pour réduire leur consommation d'eau, leur consommation d'énergie, leur production de déchets. Donc c'est typiquement les sujets dont on vient de parler, avec un accompagnement par, une personne dans notre équipe qui sera là pour vous conseiller, vous rappeler des éléments chaque semaine, vous proposer des animations. Hem, pourquoi pas, par exemple, si vous sentez qu'il peut y avoir quelques voisins un petit peu motivés dans la copro pour faire ça, bah, pourquoi pas s'y inscrire en équipe entre voisins? Voilà, ça peut être une super idée. L'ail, je l'ai dit, hein, cette année, il est déjà lancé. On rouvre les inscriptions à chaque fois autour de fin août, début septembre. Si vous êtes abonné à la newsletter de l'Agence parisienne du climat et je peux que vous inviter à le faire, vous aurez les infos en temps voulu. Mais gardez à l'esprit que ça existe et ça peut être super de faire ça entre voisins. Je passe à la suite. On arrive, bon, il faut juste que je fasse attention au temps, mais on va terminer autour de 20 heures comme prévu. Hem, ensuite, on a un sujet de végétalisation. On a un besoin de végétaliser un maximum, nos espaces urbains. Donc, là, ça concerne Paris, mais il y a beaucoup d'autres, grandes villes et métropoles dans lesquelles on retrouve beaucoup de copros qui sont pas épargnés par le problème, dans lequel on manque sérieusement d'espaces verts. Et les espaces verts, ils permettent de faire pas mal de choses. Ils permettent d'améliorer la gestion des eaux pluviales, c'est-à-dire que les eaux, au lieu de venir saturer les égouts, et ben, elles sont absorbées justement par des espaces verts. Elles permettent de créer des espaces de fraîcheur. Vous l'aurez constaté, en général, quand on aime bien aller dans les jardins publics pendant l'été et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y fait, il y fait meilleur que dans le reste de la ville où on va avoir de la chaleur qui se stocke dans le bitume, dans le béton, dans les bâtiments et qui est restituée et donc on a des effets de surchauffe. Les espaces verts permettent d'améliorer, cette problématique et puis ça permet aussi de rapprocher un petit peu la nature en ville. On en manque cruellement à Paris, mais ailleurs aussi. Hem, le sujet, c'est que la ville de Paris souhaite encourager très fortement les dynamiques de végétalisation. Dans l'espace public, elle le fait, mais les copropriétés ont aussi
la possibilité de jouer leur rôle. Parce que vous pouvez toujours aussi végétaliser votre bâtiment. Je développerai pas cet aspect, mais là-dessus, rappelons-le, vous pouvez nous contacter, nous et conseiller Coach CoPro ailleurs en France pour ce sujet. On sera en capacité aussi de vous conseiller. Vous avez peut-être des cours intérieurs ou sur lesquels vous avez, même sur une petite surface, la possibilité de végétaliser un petit peu, pourquoi pas, et ben, faisons-le. Euh, et donc là, les éléments que je vous disais, voilà, donc on peut végétaliser le bâtiment et les espaces extérieurs. Si vous avez ce type d'espace, pourquoi pas envisager aussi la plantation d'arbres fruitiers ou de bacs de culture, de faire un petit peu d'agriculture urbaine. On ne parle pas de quelque chose de très ambitieux et de faire de l'autosuffisance alimentaire, mais ça peut avoir quelque chose d'assez intéressant et d'assez ludique sur le sujet de pouvoir en faire dans la copropriété. Euh, la question qui est importante ici, c'est celle de l'entretien des espaces végétalisés. Et qui doit être à anticiper. C'est-à-dire que si vous avez un projet de vouloir végétaliser à copro, c'est super, mais une chose qu'on vous opposera assez rapidement, c'est la question de l'entretien et de vous dire, bah oui, c'est bien de faire les espaces verts, mais après, il faut s'en occuper. Et c'est vrai. Euh, Elle ne doit pas devenir un obstacle, cette question-là. C'est-à-dire qu'il faut juste se poser la question clairement au départ et ne pas hésiter à réajuster en cours de route. Là où j'essaie d'en venir, c'est que au moment où vous avez ce projet-là, posez-vous la question, est-ce que dans la copropriété, il y a des gens qui sont suffisamment motivés pour s'occuper de cet espace vert, entretenir les plantes, éventuellement tondre la pelouse s'il y en a, euh, ou pas. Et si les gens n'en auront pas le temps ou ne seront pas assez motivés, c'est pas grave. On peut vouloir un espace vert, mais ne pas avoir la possibilité de s'en occuper comme il le faudrait, parce que ça peut prendre du temps. Mais à ce moment-là, on peut envisager de recourir à des professionnels pour le faire. Simplement, il faut se poser la question clairement au départ. Mais ça ne doit pas devenir un obstacle parce que les solutions, elles existent. Dans certains cas, ça peut être de réajuster en cours de route. Vous pouvez essayer de vous en occuper. Si vous voyez finalement que c'est trop compliqué, ça prend trop de temps, et ben là, n'hésitez pas à le faire, à faire l'inverse et à reprendre un professionnel en cours de route. Là, moi, justement, les photos, elles viennent de la copropriété du Belvédère que j'ai évoqué juste avant, qui est dans le 19e arrondissement de Paris. Euh, Copropriété, alors pareil, on est encore sur un modèle de grande copro, mais justement, c'est ce qui leur a permis de s'organiser dans ce sens, parce qu'ils ont beaucoup d'espace vert pour le coup. Euh, c'est que eux, ils ont fait le contraire. Ils avaient une société qui s'occupait de ça, et finalement, comme ils sont beaucoup, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient motivés, ils ont décidé de reprendre la gestion de ces espaces verts eux-mêmes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est eux qui s'occupent de A à Z de leur cours végétalisé. Et donc, vous voyez, avec des bacs dans lesquels ils font pousser quelques légumes, avec quelques arbres fruitiers. Et alors eux, c'est très spécifique puisqu'ils ont même des ruches. Ils ont même des ruches d'abeilles et ils ont une petite production de miel local. Alors c'est encore une fois, c'est une toute petite production, mais qui est assez ludique. Et ce qu'il m'expliquait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça recrée aussi du lien social de faire ça. C'est-à-dire que ça donne l'occasion. Il y a souvent des propriétaires qui ont un peu de temps ou qui aiment bien faire ça, ou des locataires aussi qui aiment bien jardiner. Et ça donne l'occasion, en fait, à des gens qui sinon n'auraient pas pu euh, s'occupent, en fait, se parlent, ils ont l'occasion de se parler, ils vont jardiner ensemble. Vous voyez là une petite photo qui en vient, mais ils m'en ont montré plein d'autres où en fait ils sont une bonne dizaine à le faire régulièrement parce que ils aiment ça et voilà, du coup ils se parlent et peut-être que sinon ils n'auraient fait que se croiser dans le hall d'immeuble et là ça permet de recréer du lien social pour les enfants, ça permet aussi de les éduquer un petit peu à l'environnement avec les arbres fruitiers, avec les légumes que l'on fait pousser et ça donne des temps collectifs dans la copropriété. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes. Euh, Voilà, je regarde un petit peu le chat, mais je vois effectivement des retours que vous faites. Alors voilà, Madame Gérard, vous me dites, pour entretien, vous organisez le passage 2 fois par an d'un jardinier, et entre deux sont les copropriétaires volontaires qui s'en occupent. Bah voilà, ça c'est un très bon entre-deux aussi. Juste de faire passer moins souvent les professionnels, le jardinier, et le reste du temps, on s'en occupe nous-mêmes, et le professionnel vient un petit peu quand même dégrossir le travail une fois ou deux dans l'année. Bah, ça c'est super, c'est des bonnes choses. Euh, Pardonnez-moi, hein, je continue de regarder juste les questions parce que je vois qu'il y en a eu beaucoup. Alors, je le précise juste pour ma collègue Anne-Sophie, si tu peux en répondre à quelques-unes, n'hésite pas parce que je vais clairement pas pouvoir toutes les prendre. C'est dans le temps qui nous reste. Je m'en excuse. On a passé un peu de temps sur l'énergie au début. Je regarde juste quand même s'il y en a une là sur laquelle vraiment il faudrait que je m'arrête à l'oral. Oui.
OK, non, donc je vais poursuivre. Je poursuis. Désolé pour les questions que sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'arrêter, mais je vais faire en sorte quand même que nous puissions tous et toutes terminer à l'heure. Mais je m'en excuse sincèrement. Hem, voilà, alors là, bah, Sarah qui donne un super exemple aussi. On fait appel aux élagueurs tous les 3 ans et vous faites vous-même les petites tailles pour la production de matière sèche pour le compost. Bah, voilà, c'est d'autres façons de fonctionner. C'est d'autres manières de fonctionner. Alors, autre axe de travail sur lequel vous pouvez avancer dans la copropriété. On arrive sur la fin, hein, il nous en reste 2 axes de travail, donc on va terminer à 20 heures tranquillement. Hem, c'est les usages des espaces communs. Donc là, sur lesquels, on défriche un petit peu plus, mais l'idée, c'est de se poser la question de ce que nous pouvons faire avec les espaces collectifs quand on en a, hein. À Paris, on en manque souvent cruellement, mais peut-être quand on a une petite cour, quand on a un local, qu'est-ce qu'on peut en faire, de plus intéressant pour les copropriétaires, pour les locataires, enfin bref, pour les résidents? Hem Alors oui, on a retenu déjà 2 choses, parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus courant et donc c'est important de l'évoquer. Hem, c'est la question des stationnements vélos et c'est la question des bornes de recharge pour les véhicules électriques, quand vous avez des parkings. Pourquoi? Parce que on a une nécessité, de développer un maximum les mobilités douces ou au moins de passer sur des mobilités qui ne soient plus polluantes et qui soient décarbonées comme, les véhicules électriques. Simplement cette transition, elle doit pouvoir se faire facilement et donc pour quelqu'un qui a envie de se mettre au vélo, une question très récurrente à Paris, bah, c'est, où est-ce que je peux le garer? Parce que je peux pas remonter les 5 étages sans ascenseur et j'ai un peu peur de me le faire voler dans la rue. Malheureusement, c'est à Paris, c'est une crainte souvent légitime. Donc où est-ce que je le stationne? La ville de Paris, elle développe pas mal de parkings sécurisés, mais bon, quand il y en a pas encore chez moi, qu'est-ce que je fais? Et puis pour les personnes en véhicule électrique, et bah, c'est, où est-ce que je peux, où est-ce que je peux recharger ma voiture? Parce que moi, je veux bien me mettre à la voiture électrique, mais où est-ce que je la recharge? Mon scooter? Bon, voilà. Hem donc i la première chose, c'est ça, c'est développer peut-être un local à vélo sécurisé, si vous en avez la place, si vous en avez, un espace à vous faire, pourquoi pas dans la cour intérieure aussi, hein, c'est en extérieur, mais déjà, c'est derrière les barrières de la copro et puis vous mettez des attaches. Donc c'est de développer ça. Quand vous avez des parkings, c'est d'installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Je ne développe pas ce point, simplement je le mentionne, ça fait également partie des choses sur lesquelles on peut vous renseigner et vous accompagner à l'Agence parisienne du climat. Sur ces bornes de recharge pour les véhicules électriques, on a produit toute une étude sur le sujet, on est en capacité de vous renseigner, de vous accompagner, de vous informer sur les aides qui existent, puisqu'il y en a. Mais simplement, sachez-le, vous pouvez aussi, envisager ça dans vos, dans vos, dans vos copropriétés. Heu et puis dernier élément, bah, pourquoi pas essayer de mutualiser des services de la vie quotidienne? Tout à l'heure, je parlais des objets et des équipements. Pourquoi pas essayer de faire pareil avec ces espaces collectifs? Imaginons une copropriété de grande taille, vous avez de la place. Pourquoi pas envisager, par exemple, de mettre une laverie, collective, par exemple? Alors là, je défriche un petit peu plus, hein, c'est des choses qui se voient encore très peu en France, mais pourquoi pas, une laverie collective? Puisque, bah, là, c'est typiquement, on est sur un sujet de mutualisation, on prend moins de place dans les appartements, tout le monde possède pas une machine à laver pour s'en servir une fois par semaine, bah, pourquoi pas essayer d'en mettre quelques-unes grosses, dans une laverie dédiée? Hem, Par exemple, la fameuse copropriété du Belvédère, ils ont une bibliothèque. C'est une très grosse copro, ils ont une bibliothèque, voilà, dans laquelle, bah, alors à la fois, il y a quelques bouquins qui sont mis collectivement, apportés aussi par, par les habitants et les habitantes. Ça, pareil, hein, on est toujours dans cette idée, ça recrée du lien social, mais ça fait aussi qu'il y a quelques tables où on peut se poser pour travailler et lire tranquillement quand on n'a juste pas envie de rester enfermé dans son appartement. Hem, voilà, ça fait partie de choses que on peut essayer de développer et pourquoi pas essayer, si les choses se passent bien, de dire, ouvrez ces espaces sur votre quartier. Si vous avez par exemple une salle de réunion qui vous sert pas tout le temps, mais pour les réunions de la copro, ça sert de temps en temps, vous savez que les voisins n'en ont pas, bah, pourquoi pas leur proposer de passer de s'en servir de temps à autre? Vous voyez, on essaie de discuter entre voisins, ça recrée un petit peu du commun et ça permet de le faire. Effectivement, alors voilà, vous vous dites: «Giel, pourquoi pas une zone d'échange de livres internes?» Effectivement, juste une sorte de juste une petite bourse aux livres en quelque sorte. On se prête des bouquins entre voisins. Quand on parlait tout à l'heure de la mutualisation des équipements, ça peut en faire partie totalement. Hem, voilà pour ce qu'on peut en évoquer ici. Donc je jette un petit peu un œil à ce qui est évoqué.
Alors, Guy Michel, je vais pas vous répondre en détail, mais si, enfin, l'économie elle se voit sur les travaux de rénovation et surtout, en fait, faut pas le penser qu'en termes financiers, hein. Quand vous rénovez un bâtiment, ouais, c'est comme une voiture. Enfin, personne se pose la question du retour sur investissement d'un contrôle technique d'une voiture. Et pour le bâtiment, alors il y a pas la question de sécurité, il y a la question de sécurité, mais en fait, c'est de l'entretien et c'est de la valorisation. Donc, je sais pas. Voilà, il y a ça, et puis après, effectivement, ça peut se faire sur du temps plus long, mais les économies, on les fait. Pour le détail, ensuite, si vous avez vraiment des questions et que vous souhaitez en discuter, pareil, hein, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous avec notre équipe, si vous êtes à Paris ou un espace France Rénov pour ailleurs, on en parlera avec grand plaisir. Et s'il y a des questions à répondre, on pourra tout à fait le faire. Donc j'arrive sur la dernière partie, la dernière section de notre présentation, c'est les vagues de chaleur. Celle-là, je vais passer très vite sur le constat, mais l'idée pour moi, c'est juste de dire qu'on a une multiplication récente des vagues de chaleur qui s'est vue. Vous voyez là, si on s'arrête sur juste le graphique à droite, vous remarquez que parmi les étés les plus chauds depuis 1930, on en a quand même pas mal qui sont dans les années 2000. Et en fait, on a battu plusieurs années de suite des records de pics de chaleur assez impressionnants. Et surtout, ces vagues de chaleur, elles sont appelées à continuer de se multiplier. Alors, plus ou moins selon les scénarios, c'est-à-dire plus on va s'engager dans la transition écologique et la limitation des gaz à effet de serre, plus on pourra limiter ses conséquences. Mais ça fait écho à ce que je disais au début, c'est-à-dire que le changement climatique, malheureusement, il est déjà engagé. Maintenant, la question, c'est de le limiter un maximum. Et donc, selon la proportion dans laquelle on va le faire, on va quand même, dans tous les cas, avoir une augmentation des vagues de chaleur, mais plus ou moins par rapport aux actions que l'on va développer. Euh, Ça implique quelque chose. C'est que un problème qu'on connaît bien à Paris et ailleurs, c'est que dans certains appartements, on commence à vraiment avoir beaucoup trop chaud lors des canicules et lors des vagues de chaleur. Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement au niveau de la copro pour y résoudre? Premièrement, c'est de relayer les informations. Donc, on est toujours dans cette idée de bien communiquer en interne dans la copro, c'est toujours très important. Et donc là, ça peut être juste de relayer les campagnes de prévention qui sont faites lors des pics de chaleur. Alors, souvent les communes en font. Vous voyez, j'ai mis un exemple d'affiche à côté avec quelques rappels de ce qui est toujours diffusé par la ville de Paris, mais juste aussi celles du ministère de la Santé qui en font systématiquement quand ça arrive, si votre commune ne l'a pas fait, pour rappeler les bons conseils. Garder un œil sur les voisins, notamment s'il y a des personnes âgées, juste s'assurer que tout va bien pour elles. Si vous pouvez leur rendre service, peut-être aller faire quelques courses à leur place si elles se sentent un peu faibles, leur rappeler de bien s'hydrater. C'est pas un cliché, il faut le rappeler, puisque on peut être amené à l'oublier. Bon, donc déjà, relayer les informations et faire attention les uns aux autres. Vous voyez, cette idée de gestion durable, souvent, c'est aussi l'idée de essayer de recréer du lien entre les voisins et puis recréer un petit peu des communs. Deuxième chose, de manière beaucoup plus concrète, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut surventiler. On peut faire des courants d'air. Alors évidemment, si vous faites en pleine journée, vous allez faire entrer de l'air chaud, ça ne va pas arranger le problème. L'idée, c'est plutôt de faire ça tôt le matin ou tard le soir. Et là, ça peut être tout simplement, par exemple, dans la cage d'escalier, vous ouvrez les fenêtres au dernier étage et au premier ou au rez-de-chaussée, vous voyez, tout en bas. Et là, bah, quelqu'un qui habite au septième, vous voyez, au dernier, met un petit message sur la boucle WhatsApp en disant en partant, bah, j'ai ouvert la fenêtre, et quelqu'un le fait en bas, et puis une autre personne qui serait là pendant la journée s'occupe d'aller les fermer au bout d'une heure, vous voyez, enfin de 1 heure, 2 heures. C'est des petites habitudes, mais si vous êtes dans une copropriété où vous êtes 10 logements, vous vous connaissez bien entre voisins, c'est des choses qui peuvent s'organiser quand même assez facilement. Donc juste surventiler les parties communes. Euh, Arroser les espaces extérieurs. Donc là, ça peut être justement une cour intérieure, des végétaux. Alors l'idée, attention, hein, je viens de vous parler de pas gâcher de l'eau, c'est pas de bombarder, mais juste de les arroser assez tôt le matin notamment pour permettre de rafraîchir un petit peu cet espace et pas à grandes eaux. Et justement, si vous pouvez récupérer de l'eau non potable pour le faire, bah, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Euh, Dernière chose, donc vous voyez, pas besoin d'une grande organisation juste pour organiser ça, mais ça peut permettre de gagner quelques degrés assez précieux, hein, vous voyez, quand vous passez dans un jardin qui vient d'être arrosé, vous sentez souvent qu'il fait plus frais, c'est pas pour rien. Et donc ça peut se dupliquer assez facilement dans la copro avec un ou deux voisins qui sont présents pendant la journée et qui vont juste prendre 20 minutes pour arroser, hein. Enfin 20 minutes, je compte même sans doute assez large. Euh, Dernière chose, je vous ai parlé tout à l'heure de si vous avez un local, une salle de réunion par exemple, bah, pourquoi pas mettre à disposition un local frais.
Si vous avez cette fameuse salle de réunion, bah, pourquoi pas juste installer un petit ventilateur et la laisser ouverte toute la journée. Voilà, vous obligez personne à y aller, mais c'est accessible. Et s'il y a des personnes, par exemple, au hasard, des personnes âgées ou des personnes qui vivent sous les toits, pour qui la chaleur devient un peu insupportable chez elles, bah, pourquoi pas ouvrir ce local et comme ça, bah, qui veut y aller pour lire un livre et juste être un petit peu plus dans des températures plus vivables, peut s'y rendre. Voilà, ça, c'est une façon très simple d'agir. À Paris, je le rappelle, hein, il y a souvent des locaux frais qui sont ouverts dans les mairies d'arrondissement pendant les épisodes de vagues de chaleur, mais vous pouvez aussi le faire chez vous, c'est encore mieux. Ok, donc on arrive sur la toute fin de l'atelier. Moi, je vais juste rappeler quelques conseils là, si jamais vous avez envie de vous lancer désormais. Euh, si vous avez envie de vous lancer, j'espère en tout cas que ça a pu vous donner des idées, toute la présentation que l'on en a fait. 3 conseils. Premièrement, ne restez pas isolé avec votre bonne idée. Votre idée est peut-être super, elle l'est probablement. Si vous êtes motivé et qu'elle est inspirée par le guide, elle l'est probablement. Mais si vous la posez tout seul, vous la portez tout seul, et surtout qu'elle semble être un petit peu justement heurtée d'autres personnes, par exemple, on parlait des températures de consigne tout à l'heure, c'est l'exemple typique. Si vous la portez tout seul face à 10 copropriétaires qui, eux, sont pas du tout d'accord, ça va pas forcément être très bien accueilli. Donc l'idée, c'est juste de se dire, parlez-vous entre voisins, avec des gens qui sont intéressés par ce genre de démarche, et juste essayez d'y réfléchir collectivement. Et comme ça, bah, quand vous arrivez au monde du nager et que vous le proposez à plusieurs, c'est mieux accueilli, c'est mieux discuté, ça permet que les choses se fassent de manière un peu plus apaisée. Deuxième chose, l'importance de l'anticipation. C'est un peu le même principe. Si vous posez l'idée d'un super projet, mais que vous le posez le soir de l'AG, au bout de 3 heures d'assemblée générale, et que tout le monde a envie de partir et que vous n'en avez pas parlé avant, pareil, ça peut être mal accueilli. Si par contre, lors des temps collectifs ou sur les messageries, vous en avez déjà un peu parlé, vous avez déjà soumis l'idée, vous avez eu l'occasion d'en discuter avec les copropriétaires, avant le moment où la décision elle doit être prise, et ben là, pareil, les choses peuvent se faire dans de meilleures conditions. Surtout, si jamais ce type d'idées sont refusées une première fois, n'abandonnez pas forcément. Je vous dis pas d'en reparler dès le lendemain, ça va pas forcément être très bien accueilli, mais ne pensez pas que l'idée est forcément fichue. Essayez juste de remettre ça sur la table quelques temps après, quelques mois, peut-être même quelques années si vraiment c'est pas d'actualité, mais n'abandonnez pas votre idée. À un moment donné, elle peut être refusée et peut-être que 2 ans, 3 ans après, les consciences, les mentalités auront évolué et que les gens seront un peu plus ouverts à votre idée et vous pourrez la développer avec d'autres voisins. Dernière chose, faites appel à un conseiller coach copro. Donc vous avez le lien d'inscription qui a été mis plusieurs fois dans le chat. Il ne faut surtout pas hésiter à y faire appel. Je rementionne une toute dernière fois, puisqu'on arrive sur la fin de l'atelier, hein, on va se quitter dans quelques tout petits instants. Je vous remets le lien du fameux questionnaire, le petit sondage. Nous, on est très intéressés, encore une fois, d'avoir vos retours. Donc, merci par avance pour les personnes qui vont le remplir. Et surtout, si vous voulez, le fameux support et puis les éléments, je l'ai mis plusieurs fois, hein, c'est le même lien dans le chat. Si vous voulez recevoir aussi des éléments complémentaires, on a évoqué des plaquettes sur les éco-gestes, des plaquettes le guide zéro déchet, ce genre de choses. On pourra vous les envoyer avec. Et donc, il faut répondre à ce sondage et mettre votre adresse mail pour pouvoir recevoir tout ça. Voilà. Me concernant, j'ai terminé. Est-ce qu'il y a peut-être des dernières remarques ou questions qui seraient à prendre? Si c'est le cas, c'est encore le moment de le dire. Et sinon, nous allons pouvoir nous quitter. Bon, a priori, je ne vois pas de passage. Mais merci à vous, Madame Fournier, pour vos interventions. Et encore une fois, on est assez intéressé là par ce que vous disiez sur les Repair Café dans le 5e. Je serais curieux d'en savoir plus à ce sujet. Bon, je ne vois pas de, je ne vois pas de, je ne vois pas de questions. Merci à vous d'être venu et d'avoir participé. Merci beaucoup. Donc vous avez le lien dans le chat. Pour l'instant, je ne le ferme pas et je vous souhaite donc à toutes et à tous une très bonne soirée.